Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intrigue beaucoup, la création des agents IA. On a l'impression que c'est hyper complexe, réservé aux experts, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Pour explorer ça, on s'est penché sur un tutoriel vidéo assez bluffant de Vision IA. Eux, ils disent créer un employé IA en 20 minutes, carrément. Alors, notre mission aujourd'hui, comprendre ce qu'est vraiment un agent IA, c'est quoi ses composants clés, et comment on pourrait en bricoler un nous-mêmes sans forcément être ingénieur. Rendre ça plus tangible, quoi. Oui, c'est une excellente idée de démystifier ça. Parce que, justement, il faut bien voir que les agents IA, ce n'est pas juste des chatbots un peu plus malins. C'est vraiment une autre étape. Leur potentiel d'impact sur le travail, sur la société, il est considérable. Il y a déjà des études, hein. On pense à ce que des boîtes comme Microsoft explorent sur comment ces agents pourraient prendre en charge des tâches, disons, cognitives. Ça pose des questions de fond, bien sûr, sur l'avenir de certains métiers. Mais ce qui est clé ici, la grosse différence, c'est leur capacité à faire des choses, à agir concrètement, pas juste à discuter. Agir, d'accord, je retiens ce mot. Alors, pour bien saisir, si on décompose cette entité, cet employé virtuel dont parle la vidéo, c'est fait de quoi au juste? La source utilise une image assez simple. Il y a d'abord un cerveau. Bon, ça, sans surprise, c'est un grand modèle de langage, un LLM, type ChatGPT, Claude, Gemini. C'est la base de l'intelligence, si on veut. Exactement, c'est le moteur de compréhension. Mais un cerveau seul, ça ne suffit pas pour un agent efficace. Le deuxième élément qui est vraiment fondamental, c'est la mémoire. Sans mémoire, l'agent serait complètement amnésique. Chaque discussion repartirait de zéro. Le tuto fait bien la distinction. Mémoire à court terme, pour se souvenir de ce qu'on vient de dire dans la conversation, et mémoire à long terme, pour stocker des infos plus durables, des préférences, des habitudes. C'est là qu'il y a un potentiel énorme pour la personnalisation, tu vois. Je vois. Oui. Cerveau, mémoire. Et le troisième truc essentiel, ce sont les instructions. Le fameux prompt system dont tout le monde parle. C'est ça, le system message. En gros, c'est le briefing de l'agent. On lui dit, voilà ton rôle, tu es un assistant pour envoyer des emails par exemple, voilà comment tu dois te comporter, sois poli, réponds de façon concise, on définit aussi ses limites, ses objectifs, et surtout, quels outils il a droit d'utiliser. C'est son cadre de travail, quoi. C'est vraiment comme lui donner ses règles de conduite. Donc, le schéma de base, c'est une demande arrive, entrée, l'agent mouline avec son cerveau, sa mémoire, ses instructions, et il produit une réponse ou une action. Sortie. Ok, jusque-là, ça peut encore faire penser à un chatbot très avancé. Mais si la différence, c'est l'action, comment ça se traduit concrètement? Qu'est-ce qui lui permet de sortir de la boîte de dialogue? Ah, voilà le point crucial. Les outils, les tools. C'est ça, le game changer. C'est le pont entre l'IA et le monde numérique extérieur. Un chatbot classique, il reste dans sa fenêtre de chat. Un agent IA, lui, peut utiliser des outils pour interagir avec d'autres logiciels, d'autres services. Le tuto donne des exemples très parlants. Donner accès à sa boîte Gmail pour lire ou envoyer des emails. Carrément, on lui donne accès à Gmail. Oui, ou alors accès à des fichiers Google Sheets, Excel, pour lire ou écrire des données. Il peut même aller chercher des infos sur un site web. La connexion à Gmail, c'est puissant comme idée. Et le tutoriel parle même d'appels téléphoniques, avec des outils comme Eleven Labs pour la voix. Oui, l'exemple d'un agent qui pourrait prendre des rendez-vous par téléphone est évoqué. Bon, la source précise que la voix, elle est encore un peu synthétique, on l'entend, mais l'idée est là. Mhm. Et ce qui rend ça vraiment exponentiel, c'est qu'un agent, il ne se limite pas à un seul outil. Les systèmes un peu avancés, comme N8N dont on va parler, peuvent en gérer des dizaines, Des dizaines. voire des centaines pour les plus complexes. Il peut combiner l'outil Gmail, l'outil calendrier, l'outil base de données, pour réaliser une tâche complète. C'est là qu'on voit le potentiel d'automatisation de processus assez élaborés. L'anecdote de l'étudiant qui gère son business avec un agent, ça illustre bien l'impact potentiel, non ? Ça dépasse les simples tâches répétitives. Oui, là, ça devient assez fou. Et donc, ce fameux tutoriel de Vision IA, il montre comment faire ça avec un outil qui s'appelle N8N. C'est ça. Il parle aussi de Make comme alternative. Pourquoi N8N d'après eux? Alors, N8N est mis en avant dans la vidéo pour plusieurs atouts, apparemment. D'abord, il intègre énormément d'outils prêts à l'emploi, des centaines. Ensuite, il y a une grosse communauté qui partage des workflows, des modèles d'agents, tout fait. Et puis, c'est une interface visuelle. On connecte des blocs, des nœuds. C'est censé être plus accessible.
D'accord, et est-ce que c'est vraiment si simple que ça en a l'air dans la vidéo, pour faire cet agent email simple? Pour l'exemple de l'agent email de base, oui, le processus montré semble assez direct. Ça ne demande pas de coder, en tout cas. Ok, alors essayons de suivre les grandes étapes, juste pour comprendre la logique. On commence par quoi? On commence par définir ce qui va déclencher l'agent, le trigger. Dans l'exemple simple, c'est un chat message. En gros, une page web où on peut taper notre demande à l'agent. Ensuite, on ajoute le cœur, un nœud spécial qui s'appelle AI Agent. C'est là que tout va se passer. Et dans ce nœud AI Agent, on branche les différents éléments. D'abord le cerveau, j'imagine. On choisit son LLM, genre OpenAI et GPT-4. C'est ça? Et là, il faut une clé API. Ça peut faire un peu peur, non? Le côté technique, le coût. Oui, mais le tuto essaye de dédramatiser. Obtenir une clé API chez OpenAI, c'est montré comme assez rapide. Tu crées un compte, tu cliques sur « Générer une clé », tu copies-colles. C'est ce qui permet à N8N de parler à OpenAI. Quant au coût, c'est un point important. La vidéo mentionne des modèles comme GPT-4 Mini ou GPT-4 Turbo qui sont très abordables pour beaucoup d'usages. L'ordre de grandeur donné, c'est quelque chose comme 60 centimes d'euros pour traiter 1 million de tokens. 1 million de tokens. C'est quoi un token déjà? En gros, c'est une unité de texte pour l'IA. Ça peut être un mot ou une partie de mot. 1 million de tokens, ça représente beaucoup de texte. Pour envoyer quelques emails, le coût est vraiment minime. 60 centimes le million. D'accord, vu comme ça, c'est plus abordable. Ok, cerveau connecté. Ensuite, la mémoire. Le tuto utilise une option Simple Memory dans N8N. C'est quoi? Ça suffit? C'est une bonne question. Cette Simple Memory, c'est une mémoire à court terme. Elle permet à l'agent de se souvenir de ce qui a été dit juste avant dans la même conversation. La vidéo montre bien que sans ça, à chaque message, il oublierait tout. Donc c'est indispensable pour un dialogue cohérent. Mais oui, ça reste simple. Pour une mémoire à long terme plus poussée, genre se souvenir de tous les échanges passés avec un client, il faudrait des systèmes plus complexes, des bases de données spécifiques. Mais pour démarrer, c'est suffisant. Compris. Cerveau, mémoire. Et maintenant, l'outil. Pour l'agent email, on ajoute l'outil Gmail, on connecte son compte Google. J'imagine qu'il faut faire attention à ce qu'on autorise là, non? Ah oui, tout à fait. C'est un point crucial. Le processus de connexion utilise des standards comme OAuth, c'est sécurisé, mais il faut être conscient qu'on donne la permission à N8N et donc à l'agent d'agir sur notre compte Gmail. Le tuto le montre comme une étape technique, mais la confiance est essentielle. Et le réglage important, c'est de dire à l'outil Gmail que c'est l'IA qui va décider du destinataire, du sujet, du contenu de l'email. C'est l'option définie par le modèle. C'est ça qui lui donne l'autonomie. Ok. Et une fois qu'on a assemblé tout ça, déclencheur, cerveau, mémoire simple, outil Gmail, l'agent est prêt à fonctionner? C'est ce que montre la démo, oui. On peut le tester directement dans M8. On lui dit « Ok, envoie un email à machin@truc.com pour prendre de ses nouvelles ». L'agent répond quelque chose comme « Ok, j'envoie l'email » et pouf, l'email part pour de vrai. Le tuto montre même qu'on peut générer un lien public pour utiliser l'agent depuis un autre navigateur. On le rend accessible. D'accord. Et on voit l'email arriver, mais dans la démo, l'email envoyé est un peu robotique, non? Avec une signature bizarre envoyée via N8. Comment on ajuste ça? Exactement. Et c'est là qu'on revient au prompt system, au system message, dans le nœud AI Agent. C'est là qu'on va vraiment former l'agent. On va lui écrire des instructions très précises. Tu es un assistant personnel sympa et pro. Quand tu envoies un email, signe toujours bien à toi, notre nom. N'utilise jamais la signature par défaut. Adopte un ton chaleureux. On peut définir sa personnalité, ses règles de politesse, comment il voit formater ses réponses. C'est ça le vrai prompt engineering pour les agents. C'est guider leur comportement, pas juste poser une question. C'est fondamental pour qu'ils agissent comme on le souhaite. Ah oui, d'accord. C'est là qu'on affine vraiment le truc pour qu'il soit itty et pas bizarre. Et j'imagine qu'on peut aller plus loin que juste envoyer un email simple, combiner les outils. Tout à fait. L'étape suivante montrée dans le tuto, c'est d'ajouter un deuxième outil, Google Sheets. On donne à l'agent l'accès à un tableur qui contient, disons, une liste de contacts, avec nom, prénom, email. Ah, et là, ça change tout. On n'a plus besoin de donner l'adresse email directement. On pourrait juste dire « Envoie un email à Mathieu pour savoir comment s'est passé son week-end ». Précisément. Et l'agent, grâce à ses instructions et ses outils, va comprendre la séquence. 1. Il utilise l'outil Google Sheets. Il cherche Mathieu dans la colonne prénom. Il trouve l'email associé. 2. Puis, il utilise l'outil Gmail pour envoyer l'email à cette adresse avec le message demandé.
C'est une petite chaîne d'action, mais ça montre comment il peut orchestrer plusieurs outils. Imagine ça avec des dizaines d'outils. Et on voit tout de suite les possibilités pour automatiser des tâches un peu plus complexes. Ce qui est vraiment marquant, c'est que ça semble relativement accessible, au moins pour démarrer. Et l'idée de pouvoir utiliser son agent depuis son téléphone via WhatsApp, comme le fait le créateur de la vidéo, c'est avoir un assistant personnalisé dans la poche, quoi. C'est ça l'idée. Et pour ceux qui ne veulent pas partir d'une feuille blanche, N8N a cet écosystème de workflow partagé. La source parle de plus de 4600 workflows disponibles. Il y a un exemple donné d'un workflow qui génère des vidéos pour les réseaux sociaux. Ça montre qu'on peut aller bien au-delà des tâches administratives. Le potentiel d'automatisation est immense. Donc, pour résumer un peu, créer un agent IA simple mais fonctionnel, ce n'est plus de la science-fiction. C'est devenu plus accessible grâce à des plateformes comme N8N. Oui, exactement. Leur force, c'est cette combinaison. L'intelligence du LLM, une mémoire pour le contexte, des instructions précises via le prompt, et surtout cette connexion au monde réel via les outils pour agir. Ce sont de vrais assistants capables de faire des choses, pas juste de parler. C'est ce passage à l'action qui est vraiment nouveau et puissant. Alors, pour finir et lancer la réflexion, si on peut assembler assez facilement un agent qui envoie des emails ou cherche une info dans un fichier, quelles tâches répétitives, quel processus un peu lourd dans notre quotidien, pro ou perso, pourraient être confiés à un agent comme ça? Qu'est-ce que ça pourrait débloquer comme temps, comme possibilité? C'est une question intéressante à se poser parce que ça évolue à une vitesse assez folle, finalement.